Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence animée par Sylvie Matelli qui intervenait pour Regard croisé à Nantes le 3 février 2026. Le thème de son intervention, réveiller l'Europe face aux défis économiques et militaires. Directrice de l'Institut Jacques Delors depuis 2023, Sylvie Matelli était auparavant directrice adjointe de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, entre 2016 et 2023. Entrée à l'IRIS en 2001 comme chercheuse en économie internationale et de la défense, elle est experte des questions de géopolitique et d'économie, notamment sur les industries et politiques de défense, le contrôle des exportations et la corruption. Nous l'écoutons. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qui explique aussi que les énergies renouvelables se sont renforcées et se développent de plus en plus parce que elles sont aussi bon marché. Le problème des énergies renouvelables, c'est que on n'est plus dépendant des pays, enfin, on est encore dépendant des pays du Golfe, mais à terme, on sera moins dépendant des pays du Golfe, moins dépendant peut-être des États-Unis, et je dis bien à terme, c'est pas encore le cas. Le problème, c'est que le soleil ne produit pas de l'électricité, en fait. Et le vent encore moins. Ce qui produit de l'électricité à partir du soleil ou du vent, c'est les métaux. Et donc, on est devenu dépendant des métaux, et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc dépendant de la Chine, puisqu'elle est, et d'un certain nombre de pays. Alors aujourd'hui, on essaye de construire ces dépendances en signant un certain nombre d'accords avec un certain nombre de pays. C'est aussi comme ça qu'il fallait interpréter le Mercosur. C'est aussi comme ça qu'il faut comprendre les accords qu'on est en train de passer avec un certain nombre de pays africains. Il n'empêche que pour l'instant, on est dépendant de nos métaux. Alors il y a un projet européen qui s'appelle le Critical Raw Material Act, c'est la directive sur l'accès aux matériaux critiques, qui prévoit que d'ici 20 ans, on sera capable d'extraire 40% de nos besoins en métaux sur le territoire européen. Donc de réouvrir des mines, etc., etc. Bon, on n'y est pas encore, mais on peut essayer d'y croire. Notre deuxième dépendance, c'est les technologies. Et là, pour les technologies, on est extrêmement dépendant des États-Unis. C'est même probablement notre plus grand point faible. Parce qu'on peut construire une défense européenne, on peut se renforcer en matière de défense, on peut vouloir réindustrialiser, etc. Mais si demain, Microsoft, Google ou autre entreprise de la Silicon Valley décide d'appuyer sur le bouton off de nos appareils informatiques, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Alors en vrai, on a des alternatives, mais pour l'instant, elles ne sont pas assez développées, pas tellement au niveau techno, c'est pas tellement une question de technologie, de maîtrise. On est très fort en France, par exemple, sur l'IA, contrairement à ce que certains croient. Donc c'est pas tellement une question de niveau technique, c'est plus une question d'échelle en réalité. C'est que si aujourd'hui on veut devenir totalement indépendant des États-Unis, il nous faut déployer les technologies dont on dispose à l'échelle européenne. Or, la plupart de ces technologies aujourd'hui, elles ne sont pas, on n'a pas de géants du numérique en fait. Elles sont dans des petites boîtes. On a beaucoup parlé de Mistral ces derniers temps. Il y a des tas d'autres exemples comme ça. Mais ce sont des entreprises qui ne sont pas encore à l'échelle de Microsoft. Et c'est là qu'on voit le réveil européen aussi. Elles ne sont pas à l'échelle de Microsoft ou de ces géants du numérique, aussi pour une raison. C'est que pendant très 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 longtemps, on a défendu une logique de compétition. Et donc les Google, les Microsoft, etc., nous en Europe, on les a poursuivis parce qu'ils étaient en situation de monopole. On n'avait pas tort au demeurant, ils sont effectivement en situation de monopole. Mais on a fait de même avec des potentiels champions européens. C'était à une époque des fusions entre des entreprises comme Siemens ou Alstom. Alors là, on n'est pas dans le digital, mais qu'on a bloqué parce qu'on ne voulait pas des géants qui deviendraient les maîtres du monde. D'un certain côté, on n'avait pas tout à fait tort quand on voit ce que sont les Elon Musk et compagnie.
Mais d'un autre côté, il se trouve que les maîtres du monde, il vaudrait mieux les avoir en européen, en fait. Et on a commencé à revenir sur cette logique de compétition, et on est aujourd'hui dans cette idée que, oui, il faut avoir des champions. Il faut avoir des champions dans le digital, il faut avoir des champions dans la défense, il faut avoir des champions dans un petit peu tous les secteurs d'activité, parce que sinon, on ne sera pas capable d'être indépendant et autonome. Donc ça, c'est les technos. Sur les marchandises, je passe assez vite puisque je vous en ai déjà parlé. On est très, très dépendant de nos approvisionnements chinois et de produits bon marché en provenance de la Chine. On ne consomme absolument pas, et je vais encore nous rappeler notre âge, désolé, mais c'est le privilège de l'âge, c'est qu'on a vécu plein de choses et on sait beaucoup plus de choses que quand on a 20 ans. On voit bien qu'on ne consomme pas du tout comme on consommait il y a 30 ans en réalité. Mais sauf qu'on a pris cette habitude, en fait, de consommer. Alors, petit à petit, on change nos modes de consommation. Il n'empêche que les habitudes sont dures à changer et va peut-être falloir s'adapter sur ces choses-là. Il y a aussi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a aussi un narratif à réinventer, en fait. C'est que consommer était allé à une certaine époque, un petit peu après des décennies, des siècles de précarité, c'était aussi un aboutissement en quelque sorte. Il faut peut-être réinventer autre chose. Et puis la dépendance par rapport à la défense, alors là c'est par rapport aux États-Unis. Donc vous voyez, sur tous ces sujets, on s'est rendu dépendant. Ça c'est une première chose, et ça vous le saviez déjà, je vous apprends rien. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on s'est rendu dépendant de 3 pays, alors 2 gros pays et puis un petit troisième qui est un empêcheur de tourner en rond, qu'on le veuille ou non, de 3 pays qui sont aujourd'hui ces prédateurs dont on parle tant. Les États-Unis, la Russie, c'est le petit pays empêcheur de tourner en rond, et puis la Chine. Et ça, c'est problématique parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en train de nous dire, maintenant que tu es dépendant, tu vas m'obéir. Et c'est de ça, et c'est de cette logique-là dont il faut sortir. Alors, est-ce qu'on est dans ce moment européen ? Moi, j'entends ça depuis des années, mais je crois que plus que jamais, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous ai remis les 2 photos des 2 rédacteurs des 2 rapports marquants, ce fameux rapport l'État sur le marché unique, et puis le rapport Draghi, Monsieur Draghi, Mario Draghi étant avec Ursula von der Leyen de la Commission sur la compétitivité européenne et comment relancer la compétitivité européenne. Ces rapports, ils sont sortis, ils ont été publiés en mars 2024 pour le rapport l'État, en septembre 2024 pour le rapport Draghi, pile au moment des élections européennes, avec tout un agenda qui a été proposé à la fois par les États européens, mais aussi par la Commission européenne, un agenda de compétitivité et de relance du projet européen. Donc on est dans ça. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant et peut-être beaucoup plus prometteur que ces agendas, parce que les Européens, on s'est aussi beaucoup parlé, puis après, on agit quand on y pense. Alors, c'est pas vrai, parce que pour avoir suivi les questions européennes depuis une dizaine d'années, je peux vous assurer, il y a 10 ans, c'est 2016. 2016, on est juste après la crise de la zone euro, on est au moment du Brexit, on est au moment de Donald Trump, etc. Vous m'auriez dit que dans 10 ans, on se trouverait où on est aujourd'hui, c'est-à-dire on aurait investi autant dans notre défense, on aurait réussi un certain nombre d'initiatives en matière de défense et en particulier à soutenir l'Ukraine. Il faut bien voir, l'Ukraine aujourd'hui est bien plus massivement soutenue par les Européens que par les Américains. Les Américains, ça fait plusieurs mois qu'ils ne donnent rien. Alors ils nous vendent des équipements militaires que l'on renvoie à l'Ukraine, mais eux ne donnent plus rien. Et même sur le militaire, on soutient beaucoup plus, ce qui n'était pas le cas au début de la guerre, avec le sacrifice que ça veut dire pour nos finances publiques, pour les citoyens européens ou autres. Donc c'est pas rien. Donc déjà, il y a eu beaucoup de progrès sur ces 10 dernières années, et puis on a parlé tout à l'heure du Covid, je vous refais pas l'histoire. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant et symptomatique, alors ça m'interpelle, et puis ce matin, en venant dans le train, je rédigeais un édito et je commençais à trouver un début de réponse qui vaut ce qu'il vaut. Il faut que je réfléchisse encore, mais je vais vous le soumettre. C'est que depuis quelques années, Eurobaromètre après Eurobaromètre, vous savez, les Eurobaromètres, cette grande enquête qui est menée chaque année par la Commission européenne pour mesurer
le sentiment européen dans la population européenne, partout en Europe. Et c'est mesuré au niveau national, et donc avec des scores par pays en réalité. Eh bien, Eurobaromètre après Eurobaromètre, particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine, le sentiment pro-européen ne cesse de croître. Alors, on avait déjà senti ça aux élections européennes de 2019. Élections européennes de 2019, rappelez-vous, et c'est super important de se rappeler ça parce que ça donne de l'espoir, élections européennes de 2019, vous avez une participation qui augmente de plus de 10%. Pour la première fois en France, les élections européennes, la participation aux élections européennes dépasse la participation aux élections législatives. Et on n'est pas en 2024 avec des dissolutions irréfléchies. On est en 2019. Pourquoi la participation européenne augmente ? Eh bien, ce sont essentiellement les jeunes qui vont voter. Plus 25% de jeunes qui vont voter aux élections européennes. Et ces jeunes, à ce moment-là, ils portent quel projet pour l'Europe ? Ils portent le pacte vert. Et ils disent aux institutions européennes, nous, ce qu'on veut, c'est que l'Europe se batte pour notre avenir, et on croit qu'il n'y a que l'Europe qui peut se battre pour notre avenir. Et en France, la participation des jeunes aux élections européennes de 2019 a été 20% supérieure par rapport aux dernières élections nationales à cette époque-là. Donc c'est quand même pas rien. Vous voyez, il y a cette croyance. Donc il y a ce sursaut, ce réveil, pas seulement des institutions européennes, mais aussi d'une population européenne. Et en fait, la question que je me posais, à laquelle je pense avoir eu un début de réponse ce matin, c'était mais comment se fait-il que l'on vote toujours plus aux élections européennes, qu'on plébiscite toujours plus l'intégration européenne? Là, je vous ai mis un chiffre. 74% des Européens, là je suis pas sur les Français, 64, et je crois qu'en dessous il y a le chiffre français, mais moi c'est écrit trop petit, je le vois pas, je crois que c'est 72% pour les Français. 74% des Européens plébiscitent une défense européenne. D'ailleurs, moi qui travaille sur les questions de défense, il y a quelque chose qui m'avait interpellé il y a quelques années, quand c'était pas Ursula von der Leyen, c'était Angela Merkel. Quand Angela Merkel avait parlé d'armée européenne, elle l'avait fait tout de suite après Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron avait parlé d'armée européenne, ça avait entraîné une levée de bouclier de tous nos partenaires européens. Quoi ? Comment ? Que voulez-vous ? L'armée, c'est d'abord national. Elle l'avait soutenue, elle avait parlé d'armée européenne. On avait fait des sondages auprès de la population européenne, et les Européens plébiscitaient massivement l'idée d'une armée européenne. L'idée d'une armée européenne, c'est pas rien. L'idée d'une armée européenne, ça veut dire que vous êtes prêts à voir vos enfants aller se battre et risquer de mourir pour la cause européenne. À l'heure où on considère que le sentiment national n'est pas au rendez-vous, moi j'avais trouvé ça assez symptomatique et assez intéressant. Donc on avait plébiscité cette idée, bon ça a été enterré parce que nos leaders politiques considéraient que c'était pas le moment et qu'on n'y arriverait pas, ils avaient peut-être raison, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est très questionnant, c'est ça, ce plébiscite de l'idée européenne, et en même temps, quand on va voter aux élections européennes, on vote, peut-être pas massivement, mais on vote significativement pour des partis anti-européens. Et en fait, mon début de réponse ce matin, je fais durer le suspense, vous avez vu. Mon début de réponse ce matin, c'est que je pense que ce qu'on a vécu la semaine dernière, autour de l'affaire du Groenland, à Davos et ailleurs, c'est un début de réponse à ça. C'est-à-dire, pendant très longtemps, nos leaders européens, et l'exemple de l'armée européenne et du décalage entre la population et nos élites, nos leaders européens étaient finalement beaucoup moins européens, malgré leur discours, que la population européenne. Et donc vous aviez une population européenne qui se disait, mais ils vont jamais comprendre en fait. Ils vont jamais comprendre. Et donc, elle votait, que ce soit aux élections européennes ou ailleurs, elle votait pour des partis qui voulaient casser le modèle, comme aux États-Unis pour Donald Trump. Et ce qui me questionnait ce matin, et là pour le coup, j'ai pas la réponse, et l'avenir nous le dira, et l'avenir, il va venir très vite, au mois d'avril en Hongrie, puisqu'il y a des élections en Hongrie. Ce que je me disais ce matin, c'est, au fond, est-ce que ce réveil européen que l'on a
qui est latent depuis des années, comme je viens de vous le décrire, mais qu'on a vraiment senti la semaine passée face à Donald Trump, qui n'est pas encore massif, mais qui commence, est-ce que ce réveil européen ne va pas rapprocher ces leaders politiques et les aspirations d'une population qui plébiscite toujours plus l'Europe, mais qui plébiscite une Europe forte, une Europe puissante, une Europe qui assume, une Europe qui investit dans son avenir, une Europe qui lutte contre tous les défis auxquels nous avons à faire face. Et ça, c'est à voir, à suivre. Ce qui m'a donné ce début d'analyse, c'est la semaine passée, je suis à Bruxelles. Et justement, je croise des collègues, et non un collègue journaliste qui fricote autour de tous les conseils européens, etc. Et je lui dis, il s'est passé quoi jeudi dernier, en fait? Parce que nous, dans la presse française, on a expliqué que les Européens se sont opposés, que Trump a cédé, etc., etc. Moi, je suis économiste, j'ai vu la chute des cours de bourse. J'ai pas calculé combien était en train de perdre Donald Trump, mais j'ai pensé que ça se chiffrait quand même en millions de dollars. Et je me suis dit, ça calme, Quand vous êtes en train de perdre des millions, il y a un moment donné, vous changez un petit peu de position. Et lui me dit non, c'est pas tout à fait ça. Il y a la situation intérieure aux États-Unis, la perspective des élections à mi-mandat, la chute de la bourse, c'est incontestable. Mais il s'est quand même passé quelque chose jeudi dernier au Conseil européen, à ce fameux dîner où tous nos chefs d'État se sont retrouvés peu après Davos pour dire stop Donald Trump, on va faire sans toi. Il m'a dit ce qui s'est passé, c'est que ces chefs d'État, ils ont réalisé que la population européenne était de plus en plus anti-américaine. Et que vouloir encore travailler avec ces États-Unis-là, c'était plus du tout acceptable pour les Européens. Qu'on avait beau aimer la paix, aimer notre confort, être peut-être des faibles et des lâches, ça c'est eux qui le disent, c'est pas nous, il n'empêche qu'à un moment donné, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. Et les Européens, ils sont en train de dire à leurs leaders européens, stop, ça suffit. Ne le laissez pas faire. Ne laissez pas faire Poutine, ne laissez pas faire Trump, parce on vaut mieux que ça. Et encore une fois, c'est vraisemblablement l'état d'esprit qu'il y avait la semaine passée à Bruxelles, et je trouve ça super intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis l'opinion publique pro-européenne, parce que c'est symptomatique de ce réveil. Ce réveil, il viendra d'abord de nous, parce qu'on est en démocratie, et parce qu'on vote. Et en votant, on donne des signaux à nos chefs d'État. Et que, a priori, s'ils font bien leur job, ils font la politique en fonction de ces signaux. Et ça explique, et vous voyez, quand j'ai préparé hier après-midi ma présentation, j'ai mis mes ambivalences entre des attentes fortes et une méfiance persistante. Finalement, peut-être un début d'analyse et peut-être un début de conclusion par rapport à ça. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence donnée le 3 février 2026 pour Regard croisé à Nantes par Sylvie Matelli. Le sujet, réveiller l'Europe face aux défis économiques et militaires. Alors, si j'avance un petit peu dans mon propos, donc les défis, je vous les ai cités, le défi majeur, c'est le défi économique, militaire, etc. Ils sont immense, mais des leviers existent. Et j'ai voulu, parce que j'allais pas vous traiter de tous ces défis, parce qu'il me faudrait plusieurs séances pour le faire, j'ai voulu peut-être faire un petit point sur la défense. La défense, c'est plus un sujet périphérique, puisqu'aujourd'hui, elle va conditionner notre souveraineté économique et démocratique en Europe. Aujourd'hui, et comme je vous le disais tout à l'heure, et j'aimerais bien que ce soit ce message que vous reteniez, parce que je trouve qu'on a beaucoup de va-t-en-guerre quand même dans nos analystes et dans nos leaders politiques. Le défi aujourd'hui, c'est pas tant de se réarmer pour faire la guerre, c'est de se réarmer pour être autonome. Peut-être que l'investissement dans la défense, puisqu'il est nécessaire, je veux pas qu'on fabrique des armes pour fabriquer des armes, mais puisqu'il est nécessaire aujourd'hui de devenir plus autonome en matière de défense, c'est-à-dire d'investir dans des usines qui fabriquent des munitions. Vous savez qu'en France, on a abandonné quasiment la fabrication des munitions à partir du début des années 2000, il y a 25 ans. Pourquoi ? Parce que ça rapportait rien. Ça rapportait rien, qu'on pouvait les acheter en Allemagne ou ailleurs, etc., etc.
on se rend compte qu'il faut réinvestir. On a réouvert des usines de munitions, on a relancé un certain nombre d'entreprises dans le domaine. Et ça, eh bien, ça peut être aussi une formidable opportunité de réindustrialisation. Je vous parlais tout à l'heure de la désindustrialisation qui avait entraîné en Europe, comme aux États-Unis, la paupérisation d'une partie de la population et donc la polarisation de la vie politique, en fait, et le vote extrême. Peut-être que, en se réarmant, parce qu'on doit se réarmer, on doit en profiter pour redynamiser un certain nombre de régions. Avec l'idée que une petite entreprise aujourd'hui, peut-être qu'elle va commencer à fabriquer d'abord pour les entreprises de défense, et puis qu'un jour, elle fabriquera des composants pour l'industrie automobile, pour de l'industrie pharmaceutique ou autre, je pense à la chimie en particulier. Donc vous voyez, il y a peut-être une opportunité aussi à saisir de ce besoin de se renforcer dans le domaine de la défense. Évidemment, la défense et ce nécessaire renforcement, c'est peut-être aussi un moyen de nous renforcer collectivement sur l'idée de ce monde qui est devenu instable et de cette guerre. Alors, les dépendances militaires européennes, elles sont une réalité. Elles sont une réalité dans un certain nombre de domaines, et c'est là-dessus qu'il faut avancer, dans le domaine du renseignement. Et là, ça rejoint le digital dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez le lien que l'on peut faire aussi entre nos différentes dépendances. C'est le transport stratégique. Et là, pareil, le transport stratégique, c'est les infrastructures. Donc, c'est la nécessité de réinvestir. On a un grand plan pour investir dans la mobilité. Vous savez, l'an dernier, au sommet de l'OTAN, et ça a peut-être choqué certains d'entre vous. Moi, au départ, ça m'a choqué. Puis je suis allée regarder ce qu'il y avait derrière et j'ai trouvé ça plus intéressant et moins inquiétant qu'il n'y paraît. En 2014, je vous disais, on s'est engagé à dépenser 2% de notre PIB pour notre défense. En juin dernier, vous avez entendu à l'OTAN, on s'est accordé sur 5%. 5%, c'est énorme. Au demeurant, 5%, si on veut chacun construire une défense autonome, donc les 27 pays plus le Royaume-Uni construire une défense autonome, je pense que ça va nous coûter beaucoup plus que 5% du PIB. Donc là aussi, la dimension européenne, c'est une dimension très pragmatique, très intéressée. Si on fait tous ensemble et qu'on est complémentaires les uns des autres, eh ben peut-être qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien, pas trop cher. Et vu tout ce dans quoi on doit investir, c'est peut-être pas complètement idiot. Donc, sur le transport stratégique, dans les 5%, il y a 3% de dépenses militaires, donc ça fait 1% de plus que ce qu'on a fait jusque-là. Il y a un petit effort supplémentaire à concéder. Mais il y a 1,5%, c'est de l'investissement dans nos infrastructures. Ça veut dire quoi? Et là, c'est à portée aussi bien militaire que... Aujourd'hui, vous voyez, on a voulu, quand vous savez qu'on a une base, les Français, on a une base militaire en Roumanie, qui est en première ligne face à une potentielle menace russe. Quand on a renforcé, après le début de la guerre en Ukraine, on a voulu renforcer nos capacités sur place. On a envoyé des hommes, ça c'était pas très compliqué. Mais quand on a voulu envoyer des chars ou du matériel militaire, eh bien, ils ne pouvaient pas traverser, on a été obligé de faire par avion, parce qu'ils ne pouvaient pas traverser l'Europe, parce que les ponts sont pas assez solides. Et donc, en plus, les ponts, j'aime bien l'exemple parce que ça résonne avec des ponts qui s'effondrent à droite ou à gauche en Europe. Eh bien, les 1,5% d'investissement dans les infrastructures, c'est renforcer nos ponts, renforcer nos lignes de chemin de fer. Il y a tout un projet en Europe pour connecter les TGV. Aujourd'hui, vous mettez 3 heures pour traverser toute la France, mais par contre, si vous voulez aller à Berlin, qui en vitesse TGV serait à 3 heures de Paris, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Parce qu'il n'y a pas encore d'interconnexion, etc., etc. Donc on a tout un projet, tout un ensemble de projets, et ça rejoint le marché unique, pour renforcer toutes nos infrastructures et pour renforcer la mobilité à des fins militaires. Mais si on a de meilleures routes, de meilleures voies de chemin de fer, des ponts plus solides, etc., ça renforce aussi, ça aide aussi l'activité industrielle, ça aide aussi la libre circulation au sein de l'Union européenne. Donc c'est véritablement vers ça qu'on s'oriente. Et le transport stratégique, c'est aussi son autonomie. Aujourd'hui, toute la faiblesse et la dépendance de notre transport stratégique, de nos avions, c'est sa dépendance en carburant. Il vient d'où le carburant ? Il vient soit des États-Unis, soit des pays du Golfe.
Et donc là, il y a un enjeu qui rejoint aussi la transition énergétique. Puisque si demain nos avions sont capables de voler à l'hydrogène ou à d'autres énergies ou au solaire ou autre, bien évidemment, on sera plus autonome et on sera plus fort. Vous avez les questions de commandement, vous avez les questions de défense antimissile, vous avez vu un projet de bouclier en fait en Europe, et puis la question de la production des munitions. Alors la production des munitions, il y a une grosse dépendance matières premières, ça c'est certain, et c'est une difficulté, mais il y a aussi des capacités de production. Et là, on a fait quelque chose d'extrêmement intéressant en Europe depuis la guerre en Ukraine, qui est aujourd'hui un modèle qu'on essaye de transposer un petit peu partout. C'est que on a reproduit le modèle des vaccins, en fait, sur les munitions. C'est-à-dire, les munitions, je vous disais, nous, Français, on n'en produisait pas. Sauf que réouvrir une usine, se remettre à produire des munitions, ça prend un petit peu de temps. Donc, on s'est tous coordonnés au niveau européen. On a fait, à l'époque, c'était le commissaire Breton, qui était commissaire européen, qui a fait le tour d'Europe pour voir toutes les entreprises qui, potentiellement, avaient des capacités de production de munitions. Il a fait toute une cartographie de ses capacités industrielles et on s'est tous mis autour d'une table et on a dit, voilà, on va commander pour les 5 prochaines années tant de munitions. Une commande énorme. On a eu du mal au départ à démarrer pour atteindre cet objectif, mais par ce biais-là, finalement, on a donné des garanties aux industriels, parce que vous imaginez une entreprise qui veut investir dans une usine de munitions, si c'est pour livrer 3 commandes et puis après il n'y a plus de demande, ça sert à rien, vous perdez de l'argent. Donc cette visibilité, ces achats groupés de munitions, on a acheté tous ensemble des munitions qu'à la fin on est allé livrer à l'Ukraine pour aider l'Ukraine à résister contre la Russie. Et potentiellement, aujourd'hui, on reconstitue nos stocks de munitions puisqu'on les avait vidés. Mais enfin, on a fait tout ça en commun et on y est arrivé. Donc, on commence à se réveiller sur ces choses-là. Ce qui est certain, et ça a été dit avec beaucoup de maladresse par le secrétaire général de l'OTAN la semaine passée, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, parce qu'il nous manque encore toutes ces dépendances, de mener une guerre de haute intensité. Ça, c'est certain. Mais encore une fois, on y travaille et on est en train d'avancer sur tout ça. Alors, donc la guerre en Ukraine a révélé toutes nos faiblesses. Peut-être parce que je vous ai déjà parlé de tout le reste. J'insiste encore une fois sur le nécessaire, l'indispensable lien, et c'est très bien dit par les rapports dont je vous ai parlé au début de mon propos, l'indispensable lien qui doit être fait entre ce nécessaire réarmement et la réindustrialisation, la redynamisation de l'économie européenne. Ça, c'est véritablement fondamental. Et c'est peut-être là-dessus qu'on est encore trop cloisonné, qu'on n'a pas encore réussi à faire le lien entre ces différents éléments. Ça commence du côté, par exemple, je vois les industriels du secteur automobile qui, face à un marché qui aujourd'hui est moins porteur, sont en train de se réorienter, pour les sous-traitants en tout cas, sur la défense. Donc ça peut aussi constituer une force. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pas une armée unique, c'est pas non plus de remettre complètement en cause les souverainetés nationales, c'est pas non plus de renoncer à l'OTAN, même si encore une fois, je suis pas sûre que l'OTAN dans 10 ans sera le même qu'aujourd'hui. On est en train de beaucoup parler du pilier européen de l'OTAN, donc c'est un OTAN sans les États-Unis. Mais ce qu'on est en train de faire très concrètement, il y a un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens, c'est les achats communs, et je vous parlais des munitions tout à l'heure. On est en train également de mettre en place des standards communs, c'est-à-dire des normes communes, parce que c'est important. Si demain vous voulez qu'un soldat allemand puisse piloter un char français, et ça peut arriver dans un conflit où on serait tous engagés, il faut qu'ils soient formés sur le même matériel, ou en tout cas des matériels qui fonctionnent de la même manière. Vous savez, je branchais tout à l'heure mon ordi et je m'émerveille à chaque fois du fait que, quelle que soit la prise d'ordi aujourd'hui, n'importe quel ordi se branche, c'est ça les normes communes. C'est-à-dire des chars qui ont les mêmes boutons, qui font les mêmes choses, et que tout le monde, que vous montiez dans un char français ou dans un char allemand, ça se pilote de la même manière, et donc que vous soyez français, allemand,
allemand, italien ou espagnol, vous savez manœuvrer tous les chars. Donc ça, on y travaille. Et c'est le projet aussi d'un marché unique de la défense qui permettrait d'échanger plus facilement nos pièces de rechange. C'est la question également d'un financement européen de long terme. Je ne sais pas si vous avez suivi. L'Union européenne, elle se finance suivant ce qu'on appelle des cadres financiers. Les cadres financiers, pareil, c'est une innovation Jacques Delors, en fait. C'est des programmations, des budgets sur 5 ans. On vote pour, non, même pas 5 ans, 7 ans. C'est des budgets sur 7 ans et on vote pour 7 ans de budget. Le cadre financier actuel, c'est 2021-2028. Donc là, on est en train de préparer un cadre financier pour 2028-2034. C'est le gros sujet au Parlement européen puisque la Commission européenne a présenté sa copie en juillet. Vous savez que c'est la Commission européenne qui propose, le Parlement qui discute et qui fait une nouvelle proposition et puis le Conseil, les États qui valident. Donc la Commission européenne a présenté sa copie le 16 juillet et aujourd'hui, c'est les parlementaires qui sont en train de tous discuter du budget. Pour vous donner un ordre d'idée du réveil européen en matière de défense, le dernier cadre financier, donc négocié en 2019-2020, pour commencer en 2021, il avait prévu un budget de 13 milliards pour la défense européenne sur 7 ans. 13 milliards divisé par 7, c'est pas lourd. La Commission européenne, en son temps, avait proposé un budget pour le Fonds européen de la défense, donc cette innovation dont je vous parlais tout à l'heure, de 13 milliards, pardon. Après révision du Parlement européen, vote des États, etc., la copie finale, 13 milliards proposés par la Commission, pour 7 ans, la copie finale adoptée, ça a été 7 milliards. En 2020, le plus petit budget, c'était 0,5% du budget européen, qui nous représente déjà, le budget européen, je vous donne beaucoup de chiffres, désolé, mais essayez de matérialiser. 0,5% du budget européen, je vous rappelle que le budget européen, c'est 1% du PIB de l'Europe. C'est même pas un café par Européen et par jour. Donc c'était un tout petit budget, c'était ridicule. En 2020, on considérait que la défense, c'était pas un sujet. Dans la copie présentée en juillet, la Commission européenne propose 131 milliards pour la défense. 10 fois plus. Donc on voit que les mentalités ont changé. Alors, 131 milliards, c'est pas à l'échelle, et c'est pour ça que ce ne sera pas la fin des souverainetés nationales, c'est pas à l'échelle de nos budgets européens. C'est 131 milliards pour 7 ans. Nous, en Europe, aujourd'hui, on dépense environ 350 milliards par an pour notre défense. Donc vous voyez qu'on n'est pas à l'échelle. Mais ça, c'est toute la problématique du budget européen. On critique souvent l'Europe, mais donnons-lui les moyens. 1%, vous savez, on a 5% de déficit et on est tout content d'avoir bouclé notre budget avec 5% de déficit. Le budget européen, pour financer la santé, les infrastructures, etc., tout ce que finance la politique agricole commune et autres, c'est 1% du PIB. Je ne vous parle pas du déficit, je vous parle du budget total. Donc vous voyez qu'on est quand même, on a très très peu de moyens. Bon, malgré tout, ces 131 milliards, ce que font les institutions européennes avec ce budget-là, c'est qu'ils s'en servent d'effet de levier. Le Fonds européen de défense, par exemple, c'est un fonds qui n'avait que 7 milliards, donc 1 milliard par an, c'est rien du tout. Mais par contre, c'est un fonds qui finançait des projets qui incluait obligatoirement au moins 3 entreprises de 3 pays différents. Donc il y a des tas de PME qui sont allés chercher ces fonds européens, et puis c'est pas grand-chose, mais pour des PME, quelques centaines de millions, c'est énorme, et ça les a obligés à aller travailler ensemble. Et donc, rétrospectivement, après 7 ans de fonctionnement du Fonds européen, vous avez aujourd'hui des entreprises de 26 pays européens qui ont touché des fonds. Ça les a renforcés. Donc vous voyez, c'est comme ça que jouent les Européens en fait. Ils n'ont pas forcément beaucoup de budget, mais ils utilisent ce budget comme effet de levier pour inciter à la coopération européenne, et c'est ce qui va se passer avec le budget de la défense, avec les budgets, avec d'autres budgets par ailleurs.
Alors, qu'est-ce que ça change pour les citoyens, et je vois que c'est l'heure de laisser la place aux questions. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai parlé de la protection des infrastructures critiques. Bien évidemment, si on investit dans la défense, il faut aussi qu'on protège nos infrastructures critiques, et ça aura cet effet-là. On protégera aussi sécurité énergétique. Pourquoi ? Parce que pour faire voler un avion de combat, pour faire voler un avion de ravitaillement ou un avion de transport, il faut avoir une indépendance énergétique. Donc, vous voyez, tout est connecté en fait, tout est lié. Ce sera la liberté de circulation, parce que la sécurité en Europe, et parce qu'on pourra circuler sans craindre. Ce sera aussi une crédibilité diplomatique. Et puis, pas des moindres, ce qui se joue aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est la protection de notre démocratie. Ce qu'on est en train de construire et ce pourquoi on se réveille aujourd'hui, c'est parce qu'on sent bien que notre démocratie n'est plus garantie du tout en réalité, qu'on peut très vite aller vers un modèle antidémocratique. Il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique ce qui est en train de se passer. Honnêtement, ça commence à réagir depuis une dizaine de jours, mais ça fait quasiment 1 an que cette milice qui chasse, qui torture les étrangers est en action aux États-Unis, enfin. Il a fallu que 2 blancs américains plutôt jeunes soient assassinés pour qu'on se réveille aux États-Unis. Donc vous voyez, il en faut lourd quand même avant qu'on se rende compte que notre démocratie est mise en jeu. Je crois qu'en Europe, on le comprend de plus en plus parce qu'on a cet exemple américain. Et alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce que je vous ai décrit. Tout ce propos. Eh bien, aujourd'hui, les Européens se sont fixés pour objectif d'investir, et je vous en ai parlé, d'investir plus massivement dans un certain nombre de... Si, j'ai oublié, il y a un exemple que j'allais vous citer tout à l'heure et j'ai oublié de vous citer, je vous parlais du rapport L'État. Je vous disais qu'on épargnait beaucoup en Europe et qu'on était la région du monde qui épargnait le plus. Eh bien, ce que pointe le rapport L'État et qu'on est aujourd'hui en train d'essayer de renverser, et ça va pas faire plaisir à Donald Trump parce qu'il va y perdre beaucoup d'argent. Et à la limite, on serait tenté de dire « tant mieux ». C'est que toute cette épargne européenne, parce qu'on a 27 marchés financiers, alors pas tout à fait, parce qu'avec Euronext, nous, on s'est associés avec quelques pays, mais parce qu'on a plusieurs marchés financiers, cette épargne européenne, en fait, elle s'investit aux États-Unis. Parce que comme il n'y a qu'un marché, il y a un effet de taille, il y a un effet d'échelle, ça rapporte beaucoup plus d'investir aux États-Unis. Aujourd'hui, typiquement, quand vous détenez une assurance vie, quand vous détenez des produits financiers, en général, pour certains d'entre nous boursicotent, mais la plupart d'entre nous, Européens, on n'aime pas trop boursicoter, on a peur, on n'y connaît rien, on n'a pas le temps de suivre et tout ça. Moi, la première. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir son banquier, on dit voilà, j'ai tant d'argent à placer, vous me proposez quoi ? Eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart du temps, notre argent est placé en fait aux États-Unis. Et ça, c'est terrible parce que c'est placé aux États-Unis, donc ça ne finance pas l'économie européenne, ça ne finance pas nos infrastructures, ça ne finance pas notre armée, ça ne finance pas notre réindustrialisation. Mais surtout, le summum du summum de la cerise sur le gâteau de cette affaire-là, c'est que les entreprises américaines qui sont financées grâce à notre épargne, qui sont renforcées grâce à notre épargne, elles viennent en Europe, et on a eu un exemple encore la semaine passée là-dessus, racheter nos entreprises françaises ou européennes. Et moi, je veux bien qu'on montre du doigt en disant « Quoi, l'État français ?» Mais j'ai travaillé pendant plusieurs années sur cette question des investissements étrangers. Une entreprise française aujourd'hui, quand elle est mise en vente, c'est parce qu'on a besoin d'argent frais pour réinvestir. Or, si elle n'a pas un investisseur étranger, et quand on fait appel à un investisseur étranger, en général, c'est qu'on n'a pas trouvé en France. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé sur les questions de défense avec la Direction générale à l'armement qui surveille ces investissements et qui a sûrement vu passer ce dossier depuis des mois, ils ont à multiples reprises essayé de convaincre les grandes entreprises, les Airbus, les Safran, les Thales, de racheter la pépite française. Mais sauf que les Safran, les Airbus, les Thales, ils en ont racheté quelques-unes. Mais il y a un moment donné, quand vous avez plus d'argent, vous avez plus d'argent. Quand vous devez investir d'abord dans vos chaînes de production, vous pouvez pas racheter toutes les entreprises qui sont à vendre. Donc vous voyez, on est aussi dans cette dynamique-là, cette contradiction-là. Et l'objectif aujourd'hui des Européens, il y a un grand projet qui vise à ça, qui s'appelle l'Union de l'épargne et de l'investissement. C'est-à-dire comment aujourd'hui on
structure un marché financier européen qui soit aussi porteur et rentable que Wall Street. En plus, ça va pas être très difficile dans quelques mois, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, pour que l'épargne européenne soit investie en Europe, dans nos entreprises européennes. Et donc, quand on s'émeut d'une entreprise qui est rachetée par un investisseur étranger, on a raison. Mais la solution, c'est pas de renoncer à cet investissement, parce que l'entreprise, si elle n'a pas d'argent, elle va pas prospérer. La solution, c'est de réfléchir comment demain on a le capital nécessaire en Europe pour que ce soit une entreprise européenne qui rachète, ou un banquier européen, ou un fonds d'investissement européen qui rachète cette entreprise européenne. Et c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors peut-être qu'encore une fois, Donald Trump va nous aider, parce que quand dans quelques mois, on va se rendre compte de la situation désastreuse de son économie avec la baisse du dollar, etc., les investisseurs vont rapatrier leurs fonds en Europe. J'en sais rien, mais on peut y croire. Le deuxième élément, c'est de protéger. Et puis enfin, de décider, parce que le réveil de l'Europe, et ce sera ma phrase de conclusion, ne dépend pas seulement des institutions, mais de notre capacité collective à accepter que la puissance soit aussi une responsabilité. Merci beaucoup. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, deuxième volet d'une conférence donnée le 3 février 2026 pour Regard Croisé à Nantes par Sylvie Matelli. Le sujet, réveiller l'Europe face aux défis économiques et militaires. Oui, merci pour cette présentation. Je voudrais revenir sur l'OTAN. Vous parlez donc d'un OTAN éventuellement européen. Quel avenir vous donnez à l'OTAN, sachant que l'Europe veut devenir autonome pour sa défense et que les Américains, c'est America First. Ce sera ma première question. La deuxième, c'est sur un autre sujet. Est-ce que nos amis anglais peuvent nous aider à réveiller l'Europe ? Je vais peut-être commencer par le Royaume-Uni, parce que c'est la question la plus facile. Vous aurez noté que c'est pas nous qui sommes allés chercher les Britanniques, c'est eux qui ont envie de revenir. Il ne vous aura pas échappé non plus que Keir Starmer, l'actuel Premier ministre, qui est donné perdant aux prochaines élections, je crois qu'elles ont lieu à l'automne ou au début de l'été, a parié sur le rêve européen. Puisque pour s'opposer à Nigel Farage, qui est le Brexiteur bien connu et que nous connaissons tous, lui, il a dit « Moi, je considère que notre avenir, c'est l'Europe ». Et il parie là-dessus. Alors peut-être qu'il va tout perdre et qu'il a rien compris, mais je pense qu'il n'est pas complètement idiot et que s'il parie là-dessus, c'est qu'il sent bien que, aux côtés de l'extrême droite anti-européenne, il y a peut-être une voie pour des pro-européens au Royaume-Uni. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a un deuxième élément qui est très, très, très intéressant, c'est que moi, depuis 3-4 ans que les Anglais essayent de revenir par la petite porte en Europe, pour rappel, les Anglais ont rejoint à nouveau le programme de recherche européen, le programme Horizon, ce qui est super parce qu'ils l'ont abondé de quelques dizaines de millions supplémentaires. Donc pour les chercheurs, ça fait beaucoup plus d'argent. Ça ne veut pas dire que les Britanniques ne seront pas dans les consortiums, mais en fait, indirectement, les Britanniques étaient restés dans les consortiums mais ne finançaient plus. Donc finalement, on en reste à la même situation avec un peu plus d'argent grâce aux Anglais. C'est très intéressant. Ils sont en train de réfléchir à rejoindre aussi Erasmus à nouveau, puisque les jeunes Anglais sont verts de gris de ne plus pouvoir voyager en Europe. Bon, enfin bref. Et puis, il y avait, mais par contre, moi, ce que je voyais depuis quelques années et que je trouvais particulièrement symptomatique, et je me disais décidément, ils ne changeront jamais, nos amis britanniques, c'est qu'ils faisaient ce qu'ils appellent eux du cherry picking, c'est-à-dire, ils prenaient ce qui les intéressait, ils essayaient de négocier pour pas trop payer, pour être partout, pour avoir des droits de décision, etc. Les Européens ont quand même su dire, stop, ça suffit. C'est vous qui voulez revenir, donc ce sera à nos conditions et pas aux vôtres. Et en particulier, il y a un programme extrêmement symptomatique, c'est quelque chose qui s'appelle SAFE. SAFE, c'est Security, enfin c'est un truc de défense. C'est en fait, en gros, je retrouve pas l'acronyme, c'est un acronyme en fait, mais c'est un emprunt commun, un emprunt fait par la Commission européenne pour 150 milliards. La Commission européenne est allée sur les marchés financiers, elle s'est endettée à hauteur de 150 milliards et elle prête cet argent aux pays européens pour leur défense. Et elle prête à taux zéro, donc à un taux extrêmement intéressant.
Les Anglais, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ah, ben nous, on aimerait bien participer aussi ». Les Européens ont dit « Ok, mais vous payez combien ?» « Oh, bah quand même, pas trop, on n'est pas si riche que ça, etc., etc. » Les Européens ont dit « Bah si, vous représentez tant de pourcentage du PIB européen, vous participez à hauteur de tant, point barre, et puis ça se négocie pas. » Les Anglais furieux ont claqué la porte. C'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois, octobre, ça fait un peu plus de 2 mois. Octobre, ils claquent la porte, ils disent « Puisque c'est comme ça, on n'y participe pas, débrouillez-vous tout seul. » Ils ont toqué, il y a 10 jours, à nouveau à la porte, en disant, depuis le Groenland, en disant « Oui, finalement, je pense qu'on va payer, et je pense qu'on peut revenir. » Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de voir ça, c'est assez intéressant. Et donc, oui, les Anglais devraient contribuer à réveiller l'Europe. Sur l'Ukraine, c'est très clair, c'est quand même les Anglais qui nous ont montré le chemin ces dernières années. Donc, je me moque un petit peu de nos amis anglais, mais force est de constater, et même, j'irais même au-delà, les Canadiens vont nous aider à réveiller l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a une envie d'Europe au-delà de l'Union européenne, et c'est ça qui est très, très, très intéressant. Et le Premier ministre canadien nous a pas dit autre chose. Il nous a dit, mais il faut nous regrouper, pas que le Canada, pas que le Japon, mais aussi peut-être avec les Brésiliens, avec les pays latino-américains. Il y a un certain nombre de pays qui ne voient pas comme une fatalité l'émergence de ces empires et de ces prédateurs, et peut-être qu'on peut, et c'est là-dessus, je trouve ça intéressant, peut-être qu'on peut, sans snobisme, sans nous prendre pour ce qu'on n'est pas, pour une fois, et peut-être parce que on a dû être modeste ces dernières années, et que ça nous a un petit peu remis au niveau de tout le monde, peut-être qu'on peut être fier de ce qu'on a su faire en Europe, et que ça peut convaincre, et c'est un instrument de soft power, c'est un instrument d'influence aussi, cette idée européenne, et je pense que tout le monde peut y participer. Je serais tentée de dire, même les Brésiliens, welcome, même les Mexicains, bienvenue. Vous avez vu cette présidente du Mexique qui est, après 3 ans de pouvoir, elle a 75% d'opinion favorable, elle est super populaire, elle est anti-Trump, elle s'est opposée à Trump, et elle a osé. Bon, des gens comme ça réveille, Donc oui, tout le monde peut réveiller. Sur l'OTAN, l'avenir de l'OTAN. Alors je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, et avec toutes les pincettes de quelqu'un qui n'est absolument pas experte et qui n'a absolument pas la prétention d'être experte de l'OTAN, moi je n'ai jamais compris pourquoi au début des années 90, alors que le pacte de Varsovie disparaissait, on n'avait pas repensé la relation transatlantique. Et on n'avait pas, alors peut-être pas renoncé à l'OTAN, mais peut-être changer de modèle, en fait, penser une sécurité européenne un petit peu différemment, parce que ce côté OTAN, c'était d'abord un mauvais signal envoyé à la Russie, et ils l'ont très mal pris, et puis en plus, au-delà du signal à la Russie, c'est aussi quelque chose qui nous continue à nous positionner dans une logique de sécurité de parapluie américain. Donc je trouve qu'on aurait dû, à ce moment-là, saisir l'opportunité pour repenser ce qu'on appelait une architecture de sécurité européenne. On l'a pas fait. Pourquoi ? On en revient à ce que je vous disais au tout début de mon propos, parce que nous, Européens, et moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur les questions de défense, nous, Européens, on a préféré diminuer nos dépenses militaires pour investir dans notre économie, dans notre modèle social, etc., en se disant on sera protégé par les États-Unis, point barre. Je me souviens, petite anecdote, pas une conférence, un séminaire auquel je participais début 2020, juste avant le confinement. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, début 2020, c'est important la date, parce que c'est il n'y a pas si longtemps, mais c'était avant la guerre en Ukraine. Et ça vous montre la rupture de la guerre en Ukraine, le changement d'époque, comme disent les Allemands, parce que cette fois-ci, c'est avec les Allemands que je vais être un peu moqueuse. Début 2020, on est dans une dynamique où les Européens, réveillés quand même sur les questions de défense depuis 2016, réfléchissent à une boussole stratégique, une sorte de livre blanc ou de stratégie de sécurité européenne. Et c'est les Allemands qui veulent boucler ce dossier lors de leur présidence du Conseil européen. Donc, je crois que la présidence, c'était premier semestre 2022, il me
me semble que c'était eux au moment de la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça, parce que la boussole stratégique, elle est sortie en mars 2022. Donc en 2020, ils font travailler les think tanks comme nous sur c'est quoi, ça va être quoi, les menaces, ça va être quoi, un livre blanc, quoi. Et on se retrouve en petit comité, une vingtaine de personnes, en format triangle de Weimar. Triangle de Weimar, c'est des Français, des Allemands, des Polonais. Et là, on nous pose plein de questions. Alors, en général, dans ce type d'exercice, c'est parfois très amusant, mon métier, vous allez voir. On se sépare en délégations, les Français avec les Français, les Allemands avec les Allemands. On nous pose une question et puis on répond en français à cette question. Et puis après, on se remet tous dans la même salle et puis on échange comment on a répondu à cette question. Et c'est super intéressant pour apprendre à nous connaître, en fait, et pour apprendre comment on pense. Et donc, à la question des menaces, quelles sont les menaces auxquelles vous pensez que les Européens font face? Les Polonais, je vous le donne en 1000, la Russie. Nous, je vous donne en 1000, c'est encore l'opération Barkhane, etc., le terrorisme en Afrique, du Nord et subsaharienne. Les Allemands, le changement climatique. Ils n'ont pas tort. Mais on parlait de menaces militaires, en fait. Et c'est là qu'on a pris conscience combien, je le savais, mais j'imaginais pas que c'était à ce point dans leur ADN, ce parapluie américain. Et au fond, on est en 2020, on est 6 ans après la Crimée, on est 2 ans avant la guerre en Ukraine. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu le discours hyper agressif de Vladimir Poutine à la conférence de sécurité de Munich déjà. Ils ont peur de rien. Ils ont peur ils ont peur du changement climatique. Ils ont raison d'avoir peur du changement climatique. Je veux dire, ils ne voient aucune menace militaire parce qu'ils se sentent protégés par les États-Unis. Donc, vous voyez, ça en dit long sur l'effet pervers du maintien de l'OTAN après la fin de la guerre froide. Et je crois que la question que vous m'avez posée, c'est l'avenir de l'OTAN. Je crois qu'il faut aller de l'avant vers un OTAN plus européen qui in fine est canadien mais qui in fine sera plus vraiment un OTAN en fait, puisque l'OTAN par définition c'est l'article 5 et c'est la sécurité américaine. Donc je pense qu'on va aller progressivement vers ça, en tout cas c'est ce vers quoi on s'oriente. Alors est-ce que ce sera l'OTAN, est-ce que ce sera l'UE, est-ce que ce sera plus probable ce qu'on appelle des coalitions de volontaires, un certain nombre de pays qui s'unissent, alors les Anglais, les Canadiens, les Français, les Allemands, les Polonais, c'est sûr, qui progressivement s'unissent pour assurer la sécurité européenne, avec le soutien industriel et logistique des autres pays européens pour assurer l'équipement des forces qui vont se positionner ainsi. Et je pense que progressivement, alors je ne sais pas si l'OTAN va changer de nom, mais progressivement on va aller vers ça, parce que je crois que les Américains ont d'autres intérêts que d'assurer la sécurité européenne, Trump ou pas Trump d'ailleurs. Vous venez d'entendre le 2e volet d'une conférence donnée le 3 février 2026 pour Regards croisés par Sylvie Matelli. Le thème de cette conférence, réveiller l'Europe face aux défis économiques et militaires. Sylvie Matelli est directrice de l'Institut Jacques Delors depuis 2023. Professeure à l'école de management Léonard de Vinci, à Paris La Défense, où elle dirigeait le département d'économie, finance, droit et relations internationales, Sylvie Matelli est docteure en économie internationale. Elle a soutenu sa thèse sur les déterminants économiques des dépenses militaires à l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble en septembre 2000. Vous pouvez réécouter cette conférence en podcast sur radiofidélité.fr et vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.